Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, la rédaction basket de l'équipe pour un nouveau numéro de votre podcast préféré, celui qui prend un pas ou deux de recul, Step Back. Si je vous dis 109-123, vous me dites, messieurs? Un match 3 de basketball qui s'est joué dans la nuit de mercredi à jeudi peut-être. Vous aurez reconnu la voix suave et déterminée d'Arnaud Lecomte qui sera aujourd'hui accompagné de Yann Onona et puis surtout de Maxime Mallet qui je crois est en train de bronzer sur la baie d'Auckland. C'est ça, Max? Non, il fait un petit peu gris là et on a eu un classique fog de San Francisco la nuit dernière. Donc non, c'est pas la destination bronzette San Francisco. En tout cas, c'est la destination finale NBA, match 3, et déjà dans le dur pour les Warriors qui sont menés 2-1 après donc s'être inclinés, comme tu le disais Arnaud, dans la nuit de mercredi à jeudi à la maison, devant un public médusé. Les doubles champions NBA qui disputent leur 5e finale de rang, auraient-ils perdu leur magie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre durant cette émission. Alors vous me direz, mener 2-1 en finale, c'est pas une première en fait, puisque déjà en 2015, lors de leur premier titre, après avoir gagné le premier match, les Warriors avaient lâché les deux suivants, le match 2 à Auckland et puis le 3, le premier à Cleveland, mais à l'époque ils avaient l'avantage du terrain et surtout ils avaient remporté la finale 4-2 contre LeBron James et les Cavaliers. Sont-ils capables de refaire le même coup, sachant qu'il y a des absences côté Warriors et peut-être, vous me direz ça, une certaine usure du temps, qui sait? On va se poser en tout cas toutes ces questions tous ensemble, vous savez tout, alors on prend une grande inspiration, on enfile le maillot des Raptors ou des Warriors, c'est au choix. 3, 2, 1, début du Final Game, épisode 3. Une question toute simple pour commencer. 60 points encaissés par les Warriors, double champion en titre, on le disait à l'instant à la mi-temps. Est-ce que c'est bien sérieux quand on vise un three-peat? C'est pas très sérieux, mais en même temps, je trouve pas ça catastrophique pour une raison assez simple. Je pense que les Warriors ont choisi de sacrifier ce match 3, en tout cas de prendre le risque de le laisser s'envoler. Donc dans les attitudes, assez vite on a compris que tout le jeu allait être orienté du côté de Stephen Curry, qui a pris beaucoup, j'ai envie de dire trop de tirs peut-être en premier quart-temps. Donc les absences, comme tu l'évoquais, ont pesé très lourd. Celle de Kevin Durant, qui n'est pas là depuis un certain temps, mais surtout celle de Klay Thompson. Et donc dans les attitudes défensives, on a vu tout de suite qu'ils n'étaient pas là. C'est simple, sur quasiment tous les 1 contre 1, les Warriors se faisaient déborder. Voilà, je pense que Steve Kerr a décidé de sacrifier ce match en se disant il vaut mieux préserver Klay Thompson et le vrai match, le match le plus important viendra plus tard. Max, tu étais courtside à Auckland, c'est aussi ton avis? Ils ont lâché volontairement ce match-là pour espérer retrouver et Durant et Thompson pour la suite de la série? Lâcher, c'est un bien grand mot. Ils n'ont pas lâché le match au sens où ils n'ont pas pris 25 ou 30 points non plus. Ils sont accrochés quasiment jusqu'au bout. En milieu de 4e quart-temps, ils étaient à moins 17, ils sont revenus à moins 10. Et c'est vrai que on sait que les équipes commencent un petit peu à trembloter quand les Warriors reviennent à 7, 8, 10 points parce que ils peuvent avoir un petit moment de folie et faire basculer le match. Donc ils n'ont pas lâché le match au sens où ils s'en foutaient, mais ils ont préféré, c'est le staff qui a pris la décision de pas jouer Klay Thompson, lui voulait jouer, donc ils ont sacrifié plus ce match-là en n'étant pas à pleine, avec leur meilleure équipe possible. Et ça oui, parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre Klay Thompson pour tout le reste de la série. Est-ce qu'il vaut mieux pour les Warriors être menés 2-1 et avoir Klay Thompson pour tout le reste de la série, ou mener eux-mêmes 2-1 et ne pas avoir Klay Thompson? La question est posée. C'est ça, c'est du bonus. Pardon Arnaud, et c'est du bonus c'était du bonus pour Golden State s'ils l'emportaient en fait, tout simplement. Ils n'étaient pas dans une situation critique, donc il fallait gérer le risque. Oui, c'était compliqué à aborder de toute façon. Effectivement, quelle stratégie adopter? Est-ce qu'il fallait jouer à fond vraiment pour tenter bien sûr de maintenir l'avantage du terrain, de gagner ce match même sans Klay Thompson? Sans parler bien sûr de Kevin Durant, ou est-ce que en effet le staff des Warriors s'est dit voilà, s'il y a un match à lâcher, si on peut se permettre de lâcher un match dans une finale, c'est peut-être celui-là finalement. Reste quand même que c'est tout de même, ça reste tout de même compliqué
pour eux aujourd'hui parce que ils vont jouer dos au mur demain avec un match impérativement à gagner vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, le match 4, parce que là, mené 3-1 avec un match 5 à Toronto, ça deviendrait quasiment injouable pour les Warriors. Donc effectivement, le match de vendredi soir va être... Ça a déjà été fait. Oui, au dépend des Warriors d'ailleurs. Ouais, mais les avec Cavaliers en 2016. Les Cavaliers l'ont fait, bien sûr, mais bon, voilà, c'est ce genre de choses qui n'arrivent pas tous les ans. Donc, je crois qu'effectivement, ils ont plutôt choisi, si le terme est justement bien choisi, mais ils ont choisi ce match-là éventuellement de le sacrifier. C'était pas un drame, mais ça les met tout de suite sous pression pour le match suivant. Mais on a vu effectivement, Yann, ce que disait Yann dès le début était assez flagrant, à savoir qu'en effet, dans les attitudes défensives, ils n'y étaient pas. Ils avaient certainement leur meilleur défenseur extérieur absent avec Klay Thompson, et on a vu que très vite, l'équipe de Toronto a pu se mettre en place. Son attaque a été fluide tout au long du match. Ça a été un match très contrôlé par Toronto, et évidemment, la faible défense des Warriors en est la responsable. Et c'est pas un hasard, bien sûr, pour compléter, si c'est Kyle Lowry et Danny Green, donc sur la ligne arrière de Toronto, qu'on a réussi à s'exprimer beaucoup mieux que dans le match précédent notamment. C'est une parfaite, Max, mise en valeur du talent total de Klay Thompson qu'on passe parfois peut-être un petit peu sous silence. On parlait beaucoup des Splash Brothers en mettant toujours Stephen Curry en avant. Depuis l'arrivée de Kevin Durant, ça rajoute encore un petit peu d'ombre sur Klay Thompson qui a accepté de prendre moins de shoot. Est-ce que finalement son absence et cette défaite, c'est pas la meilleure manière de reconnaître, comme j'ai dit tout à l'heure, l'étendue de son talent des deux côtés du terrain? Oui, c'est pour le grand public, sans doute, et même certains fans de basket, sans doute. Après, à l'intérieur de la franchise des Warriors et dans le staff, on est parfaitement conscient depuis toujours de ce qu'il apporte. C'est vrai que c'est la meilleure publicité pour lui pour obtenir un contrat maximum l'été prochain, puisqu'il est en fin de contrat et qu'il sera très convoité. Donc, il y a pas de meilleure publicité que de voir ce que son absence peut provoquer. Après, voilà, c'est le deuxième absent de ce Big Four, donc on sait que les Warriors s'en sortent en général très bien quand il manque un des quatre entre Durant, Curry, Thompson, Draymond Green. Ils s'en sortent très bien quand il en manque un de ces quatre-là. Ils ont beaucoup plus de mal quand il en manque deux, et ça devient quasiment mission impossible quand il en manque trois des quatre. Donc voilà, c'est sûr que on est très conscient à l'intérieur des Warriors qu'il apporte énormément en défense. D'ailleurs, pour tout vous dire, au moment des votes pour les awards de l'année, il y a eu un petit email des attachés de presse des Warriors pour dire n'oubliez pas de voter pour Klay pour les awards et du All-Star NBA défensif, du All-Team NBA défensif, parce que voilà, il mérite, ça fait des années, il est oublié, etc. Donc voilà, on le sait, tout le monde l'a bien vu mercredi soir que en défense on peut quasiment pas se passer de lui à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant on attend son retour impatiemment du côté des Warriors. Vous avez vu aussi ce qu'a dit Shaquille O'Neal hier, je crois, ou avant-hier. Il a dit il a conseillé en gros au staff des Lakers, aux dirigeants des Lakers, d'en faire leur priorité et d'en faire le joueur le plus payé de l'histoire des Lakers. Ouais, il n'est pas une bouffonnerie près, Shaquille O'Neal, on le sait. Justement, sur les retours dont tu parlais, Max, est-ce que tu as des infos fraîches, entre guillemets, pour le retour de KD et de Klay Thompson ? Alors pour Klay, hier soir, Steve Kerr, après le match, était plutôt confiant. Voilà, ça a été a priori une grosse bataille interne entre le joueur et le staff pour savoir s'il jouait ou pas. Lui, il voulait jouer. Comme Steve Kerr l'avait dit après le match précédent où il s'est blessé, Klay vous dira que tout va bien même s'il est à moitié mort et qu'il peut jouer. Donc voilà, il a poussé. Le staff a dit non parce qu'ils avaient peur que ça s'aggrave et de le perdre, comme on le disait pour tout le reste de la série. Pour Kevin Durant, c'est un peu plus indécis. Il doit faire aujourd'hui ou il l'aura fait au moment où vous écouterez ce podcast, une petite séance d'entraînement avec des jeunes joueurs de l'effectif, parce que ceux qui ont beaucoup joué lors du match de mercredi soir font juste une séance vidéo. Donc voilà, peut-être que je vais aller me proposer pour faire le nombre à Steve Kerr. Et donc à l'issue ça fera un bon papier.
Ah bah oui, et puis s'ils veulent mesurer s'il peut résister à l'impact physique, c'est la seule chose à peu près que je pourrais tester s'il bouge pas trop. Et donc après cette séance, ils décideront s'il est apte ou pas à jouer. Peut-être qu'ils feront un petit peu mariner le suspense jusqu'à la dernière minute aussi pour des raisons tactico-techniques et laisser un petit peu les Raptors dans le doute sur sa présence ou pas jusqu'à la dernière minute vendredi soir. Non, juste pour ajouter au sujet du match de mercredi soir, du match 3, on évoquait effectivement le trou sur le plan défensif que provoquait l'absence de Klay Thompson. On a aussi vu les limites de ces Warriors-là, évidemment, en attaque, où Stephen Curry a monopolisé la menace offensive, où il a été, dès le début, omniprésent. Et oui, ça a certainement facilité grandement la tâche des Toronto Raptors sur le plan défensif, parce qu'il y avait guère d'autres alternatives et d'autres menaces en attaque. Et c'est vrai que l'absence de Durant et de Thompson combinés, c'est Curry qui le disait après le match. 50 points. Il l'estimait à 50 points. On peut même dire 50 plus, quoi. C'est plus de l'ordre de 55-60. Donc c'est énorme, évidemment, dans un match de basket. Évidemment, les tickets de shoot sont redistribués dans ces cas-là. Curry prendrait pas 31 shoots avec Thompson et Durant, et on aurait un équilibre offensif bien plus consistant, bien plus propre. Voilà, donc effectivement, Thompson est absent, c'est un problème en défense, c'est un problème en attaque. Reste à savoir maintenant, bien sûr, en se projetant un peu sur le match 4 et la suite de la série, si Thompson revient en bon état, et si effectivement on n'a pas, même si on a pris soin de ne pas précipiter son retour malgré tout, je pense que maintenant il est inévitable son retour, ou alors s'il joue pas demain soir, je pense que la série est quasi pliée, sauf catastrophe chez les Raptors, mais voilà, donc il va être temps effectivement de voir, le moment devient inévitable et ils ne pourront plus reculer, les Warriors. Ils sont obligés de le faire jouer demain soir avec les risques que ça peut comporter physiquement. Oui, depuis le début de saison, Steve Kerr avait, pour compléter, il avait dit en fait que c'était l'effectif était plus compliqué que les années précédentes, et notamment à cause de la longueur de banc. Et sur ce match-là, ça s'est vu, puisque comme tu disais, Arnaud, très souvent, on regardait les 5 joueurs sur le parquet, on avait l'impression que seul Curry pouvait vraiment aller tenter un tir. Donc c'est difficile. Et en plus, il faut ajouter à cela que DeMarcus Cousins, qui avait été brillant dans le match précédent, malgré son manque de cardio évident, il était essoufflé après 2 allers-retours, on a vu évidemment qu'il est encore en phase de retour et qu'il est loin de sa véritable forme. Et hier, ça n'a pas fonctionné du tout pour DeMarcus Cousins, qui a encore un peu plus pénalisé les Warriors. Curry, 47 points, donc 50% du total quasiment, on exagère un petit peu, offensif des Warriors. Ça résume bien effectivement C'est un record en play-off en carrière pour lui. Oui, mais ça suffit pas. Vaut mieux regarder le score final que la feuille de match. C'était quand même exceptionnel, ce qui fait, je vous trouve un peu dur avec lui, donnant l'impression qu'il a phagocyté le jeu des Warriors. Non, il n'avait pas le choix. Il l'a phagocyté. Ça, c'est défaut. incontestable. Après qu'il ait été brillant individuellement, c'est incontestable, Max. C'est pas la question, c'est pas le débat du tout. Mais oui, il a été brillantissime. Tu l'as dit, d'entrée de jeu. On l'a vu réussir des tirs dont il a le secret. Est-ce que toi, tu as ressenti des choses un peu nouvelles, parce que tu l'as déjà vu évidemment en finale. Stephen Curry, est-ce que ce que tu as vu hier soir de lui est une de ses plus belles performances de ces dernières années en finale? Ah bah oui, sans conteste, il a trouvé des espaces alors que la défense était complètement centrée sur lui, que ses coéquipiers ont eu du mal à mettre un panier pendant de longues périodes. Donc c'était un petit peu, on a eu l'impression d'assister aux 2 dernières finales inversées, c'est-à-dire quand LeBron James était tout seul du côté de Cleveland à pouvoir faire la différence, et que il galérait face à une équipe qui avait beaucoup plus d'armes en face, qui faisait tout ce qu'il pouvait, que c'était pas forcément toujours super collectif ou un jeu super bien léché, mais qui faisait le maximum, et que ça suffisait pas face à une équipe plus forte, plus armée. Donc c'était assez une petite ironie de l'histoire, j'imagine, de le voir dans cette position là cette année, après les 2 dernières saisons où c'était l'inverse.
Alors, à la fin du match, Steve Kerr a d'ailleurs rendu hommage à son MVP, à son meilleur joueur. Étonnamment aussi, les Warriors sont apparus extrêmement décontractés en conférence de presse. Curry un petit peu, mais surtout Draymond Green. L'air presque serein. Est-ce que ces Warriors-là sont sûrs de leur force à ce point-là? On va gagner en 6. Ouais. Ils vont gagner. Et on va faire la fête derrière, c'est ça. Ouais, bon, c'est du Draymond, Draymond Green, quoi. Il a un côté un peu cabotin comme ça, un peu provo, avec un sourire, histoire de donner le change, de maquiller un peu parce que juste, je sais pas si c'était avant ou après chronologiquement, mais on a vu Stephen Curry qui était pas très, qui m'a pas donné l'impression d'être très serein. Quel sentiment t'as eu justement toi, Max, de ton côté en étant sur place? Que les Warriors sont toujours les Warriors. Tant qu'ils n'auront pas perdu le quatrième match, ils seront persuadés qu'ils sont la meilleure équipe et qu'ils vont gagner. Alors ça s'exprime de manière différente selon les joueurs. On a vu, comme vous le disiez, Draymond Green qui est on va dire le plus démonstratif, mais c'est une équipe qui a une immense confiance en elle, qui a vu toutes les situations quasiment depuis 5 ans en play-off avec son noyau dur, même si Kevin Durant lui s'est joint à la fête un petit peu plus tard en 2016, mais non, ils ont une confiance. Et puis même avec un Klay Thompson à 80% et avec un Kevin Durant à 70%, ils peuvent très aisément gagner 3 matchs de suite contre ces Raptors, parce que on a vu VanVleet qui joue à un rythme complètement hallucinant. Il est en sur-régime total. Il y a un moment où on l'a encore vu là, à 1 minute 30 de la fin, il met un panier complètement fou. Il avait mis à peu près le même au match 1. Voilà, donc il défend sur Curry en plus, c'est lui qui s'occupe de Curry souvent. Donc voilà, il y a des joueurs comme ça où on sait quasiment qu'après il peut faire toute une série, hein, ça arrive. On a vu des joueurs prendre feu comme ça sur toute une série. Mais on se dit qu'il y a un moment où ça va se calmer un petit peu, alors que les Warriors, là, ils jouent à quoi? 55-60% de leur vrai potentiel sur le match 3. Donc, je pense que tant qu'ils n'auront pas perdu, ils seront limite. Si les gens savent que Durant et Klay Thompson reviennent pour le match suivant, je pense que même s'ils sont menés 3-1, ils seront limite encore favoris pour gagner le titre ou pas loin. Et est-ce que la réintégration de Kevin Durant pose éventuellement problème ou pas, étant donné que ça fait un moment qu'il joue sans eux et plutôt bien, hein, en fait, depuis qu'il s'est blessé? Je pense pas. Il avait été absent 2 mois aussi. Je crois que c'est sa première saison. Il n'y avait pas eu de problème particulier pour le réintégrer. Il facilite tout des 2 côtés du terrain, donc c'est peut-être qu'il y a un peu moins de mouvement, que les joueurs bougent un peu moins parce qu'on sait qu'on a cette arme-là qui est un peu l'arme fatale, mais je pense pas qu'il y ait le moindre problème pour le réintégrer dans le jeu. Après, il y a quand même 1 mois, ça fait 1 mois qu'il est arrêté quasiment, hein, je crois, et qui se sera à peine entraîné collectivement, hein, en 5 contre 5, ce qui quand même peut poser un souci de rythme à son retour. Reste à savoir s'il peut dès son retour être non pas le Kevin Durant au top niveau, mais un minimum utile à son équipe. Alors j'imagine que son temps de jeu sera là pour le coup aussi un petit peu travaillé, partagé, mais il aura quand même besoin d'au moins un match avant de retrouver un impact énorme, je pense, hein. Je peux me tromper bien sûr parce que ce sont quand même des monstres ces gens-là, mais malgré tout 1 mois d'arrêt c'est beaucoup quand même. Oui, c'est sûr que c'est la question de savoir un peu comme Cousins exactement s'il aura le rythme, mais après c'est Kevin Durant, donc je pense que même s'il restait dans la peinture sous son propre panier, il faudrait qu'il y ait un défenseur dessus, tellement on craint ce qu'il peut être capable de faire. Ouais, il devrait pas avoir de problème de cardio, lui, je pense, bizarrement. Question de poids, c'est ça. Vous me parlez beaucoup des Warriors, hein, depuis le début de cette émission. C'est normal, je vous ai lancé dessus. Vous n'avez pas l'air de croire du tout à ces Velociraptors qui font une première apparition en finale assez exceptionnelle. On voit des talents émerger. Vous me parliez de VanVleet tout à l'heure.
Maxime, tu nous parleras tout à l'heure un peu de Pascal Siakam, qui est ton petit protégé, mais quand on fait la liste un petit peu des qualités de cette équipe, c'est un finaliste assez exceptionnel quand même, Toronto, non ? Moi, j'aime beaucoup les Raptors. C'est une équipe qui est bien construite, bien hiérarchisée. Bon, alors là, elle bénéficie du fait qu'elle a une super dynamique sur ses playoffs avec peu de soucis physiques, contrairement aux Warriors. Elle est, elle, quasiment au complet, même s'il y a eu un absent, c'est Anunoby, mais qui n'a pas joué les playoffs du tout. Donc cette équipe, elle est habituée à jouer là, elle joue à 8, hein, je crois, dans ses rotations. Et je trouve que tout ça est remarquablement calé. On a vu hier un vrai clinique offensif dans le match 3. Alors facilité certainement par la faiblesse défensive des Warriors, mais j'ai trouvé ça très propre. Alors évidemment, ça contrastait avec le match 2 où cette équipe des Raptors avait souffert en attaque avec un pourcentage de réussite très faible. Hier, au contraire, c'était un peu la fête en attaque pour tout le monde. Tout le monde y a largement participé. Il n'y a pas un joueur qui a été faible mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi pour ce match 3, ce qui est rare quand même. Tous les joueurs ont été bons à un moment donné ou à un autre. Chacun un tour de rôle quasiment. On a vu Ibaka incroyable d'impact dans le quatrième quart-temps sur le plan défensif. Il a fait 6 contre. Ibaka vraiment de la grande époque. Ouais, ça faisait des années qu'on l'avait pas vu à ce niveau. Il y a eu Siakam en début de match avec Gasol qui ont installé le jeu un peu. Laurie a été bon quasiment tout le temps. Van Vliet a été incroyable en venant du banc. On a vu un fantastique... C'est Jeremy Lin en fait qui va filer son fluide. On a vu un superbe Kawhi et un superbe Danny Green quand il a fallu quasiment plier tout espoir de retour, on va dire, pour les Warriors dans le troisième quart-temps et dans le quatrième quart-temps. Donc vraiment tout fonctionnait à merveille hier. Alors c'est probablement un peu trop beau, c'est certainement pas la valeur de ces Raptors sur toute une série. Il va y avoir des débats certainement de nouveau, mais franchement, je trouve que cette équipe bien équilibrée, bien balancée, elle me plaît beaucoup. Il y a un bémol, alors donc c'est que sur le dernier match, ils jouent en fait quasiment à 7. Il y a beaucoup de joueurs du banc qui jouent, qui ont des très petits temps de jeu, et donc c'est vrai que les 7 que tu as presque tous cités sont au top, et je pense sur la durée d'une série, je suis pas certain que ça puisse il faut pas de blessure, hein, ça c'est sûr. Il faut pas que quelqu'un se casse. En revanche, oui, on les présente comme les jeunes premiers, mais il faut pas oublier que dedans, pas du tout. En réalité, il y a un MVP des finales, Kawhi Leonard, qui en plus avait pas commencé vraiment sa finale. Il était très maladroit sur les 2 premiers matchs, et c'est la première fois où on l'a vu de cette finale être décisif, c'est-à-dire mettre des tirs, notamment à 3 points, au moment où ça faisait le plus mal aux Warriors quand ils se rapprochaient un petit peu. C'est un MVP des finales avec les Spurs, et il est arrivé donc cette saison avec dans les bagages un autre ancien des Spurs qui a gagné en 2014, c'est Danny Green, qui hier à un moment du match était à 6 sur 8 à 3 points, et c'est lui qui a creusé l'écart sur une série exceptionnelle. Il a mis 3 tirs quasiment d'affilée dans le troisième quart-temps, et les Raptors se sont envolés. Voilà, et Ibaka aussi a disputé une finale NBA perdue. Et Marc Gasol n'a peut-être pas une grande expérience des playoffs NBA, mais enfin il a une expérience internationale des gros matchs qui est quand même considérable. Tout à fait, Thierry. Tu ressens ça aussi Oui, bien. Tu ressens ça aussi, Max la manière dont on perçoit les Raptors outre-Atlantique, avec un petit peu de dédain, comme si c'était les nouveaux Cavaliers avec peu de chances de l'emporter, ou il y a ils ont une vraie force de frappe dans l'opinion? Non, ils sont pas perçus comme les Cavaliers de l'an dernier. De toute façon, ils l'ont prouvé en gagnant déjà 2 matchs sur le premier. Mais sur le côté, on n'y croit pas sur la performance, mais sur le côté, on n'y croit pas trop. Finalement, c'est bien, ils sont là, c'est la première finale de la franchise canadienne, tout le monde est content, ça fait plaisir, mais les Warriors doivent gagner, non? On est dans cet état d'esprit-là ou pas du tout? C'est plus une question de Warriors au complet qui sont d'une force de frappe quasiment jamais vue dans l'histoire, qui ont une force de frappe quasiment jamais vue dans l'histoire. Donc c'est plus cet aspect-là c'est plus respecter cet aspect-là dans le fait, quand je vous disais que limite, même s'ils sont menés 3-1, les bookmakers donneront toujours les Warriors quasiment favoris. C'est plus cet aspect-là que ne pas respecter les Raptors. Je pense que le respect de ces Raptors, il existe. Comme vous le disiez très bien, c'est vrai que les stats du match 3 sont assez incroyables en termes d'équilibre. Il y a tous les joueurs les titulaires sont entre 17 et 30 points tous. Après on a des remplaçants, c'est Ibaka et Van Vliet en résumé qui ont apporté des choses exactement dans des moments importants.
Donc non, tout le monde reconnaît aussi cette force collective, le travail que fait Nick Nurse. Il y a pas de comment dire, on n'est pas, il y a pas de condescendance envers ces Raptors et tout le monde pense qu'ils sont capables de gagner, d'être titrés si Golden State a encore quelques absences. Donc il y a quand même ce respect-là et tout le monde est bien conscient. Kawhi Leonard, on peut discuter pour savoir si c'est le meilleur joueur actuel. C'est le nouveau Michael Jordan. Hein. Voilà. J'ai bien entendu Doc Rivers, il n'y a aucun doute. C'est le joueur qui se rapproche le plus de Michael Jordan depuis sa retraite. Méchant. Voilà, une réponse à $50,000 puisqu'il a été. C'est peu cher payé. Pour tampering, voilà, comme Magic Johnson à l'époque à propos de Paul George ou de Giannis Antetokounmpo. Le moindre commentaire de coach ou de président, de GM ou de président dans un contexte. Pour les entraîneurs, ils peuvent parler sur les joueurs adverses, ça, ils ont le droit dans des conférences de presse, mais en dehors de ce contexte-là, l'amende tombe automatiquement dès qu'on parle d'un joueur. D'ailleurs, à ce titre, Steve Kerr a raconté une petite anecdote quand on lui a posé la question. En 2010, il était président de Phoenix. Et il avait dit, oui, LeBron James, il peut venir chez nous s'il signe pour le minimum salarial de son expérience. Et quelques jours après, il a reçu une petite demande de chèque de $10,000. Il n'y a pas de petit profit. Voilà, donc c'est vraiment pas un mot. Donc comparé à Michael Jordan, c'était 50,000 facile à se faire pour la ligue. Non, moi je voulais juste ajouter qu'on a on a parlé là de l'attaque des Raptors, mais je pense que ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est qu'elle a un vrai équilibre attaque-défense et que sur le plan défensif, elle a démontré hier soir, dans la nuit de mercredi à jeudi, mais jusque depuis le début de la saison et des playoffs, qu'elle avait surtout un fond défensif qui lui permet d'aller jusqu'en finale NBA et qu'elle est capable de gagner le titre cette année. C'est aussi parce que défensivement, il y a quand même un vrai collectif défensif qui est aidé par des grands défenseurs. Parce que, je ne vous parle pas de Kawhi Leonard, qui est depuis très longtemps reconnu comme un des tout meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue. Mais là, on a vu Ibaka s'ériger en véritable mur face aux attaquants des Warriors. On a vu un très bon Siakam aussi sur le plan défensif. Ce sont des joueurs qui ont des capacités athlétiques à pouvoir justement défensivement être très très gênants dans le jeu de mouvement des Warriors, et Danny Green, qui est lui aussi un joueur un peu sous-estimé sur le plan défensif, même si on a déjà salué ses capacités, mais c'est un joueur catalogué un peu shooter, mais c'est surtout un très bon défenseur. Et on a vu Van Vliet hier sauter sur Stephen Curry. Alors ça n'a pas forcément toujours bien marché, mais au moins il réussit par moments à le couper un peu du jeu. Donc je trouve que cette équipe est quelque part un peu bâtie pour être justement très ennuyeuse pour une équipe comme les Warriors. Et tu cites un peu, effectivement, à juste titre, tous ces joueurs, et tu as oublié Marc Gasol, qui est ancien meilleur défenseur de la NBA, tout de même. Et Kyle Lowry, qui est devenu le spécialiste, je pense que c'est le meilleur dans la ligue, pour provoquer les fautes offensives, les charges. On voit qu'à chaque fois, il jette son corps dans la bataille. Franchement, ça fait flipper, en fait, quand on le voit faire ça, et qu'il y a des gros mammouths qui lui débarquent et qui lui roulent dessus. Et il continue à se lever, on a l'impression qu'il aime ça. Ouais, un peu dans il n'y a pas de maillon faible en fait dans cette équipe. Exact, à part le bout de banc peut-être. Pour une attaque adverse. À part peut-être le bout de banc. Voilà. Ouais, mais qui joue pas, qui joue quasiment pas dans cette finale. C'est pour ça que c'est difficile d'aborder. Ouais, c'est pour ça que c'est difficile d'aborder parce que par exemple on va aborder une équipe où il y a un point faible. On va aller mettre l'accent, on va aller attaquer ce joueur de toutes les manières possibles avec les switches en défense. On va faire qu'il se retrouve face aux meilleurs joueurs. Et donc, une fois qu'on va mettre l'accent là-dessus, on va obliger notre équipe à s'adapter, à se déséquilibrer, et donc ça va avoir des réactions en chaîne. Et c'est dans ce genre quand c'est un petit peu, les choses évoluent, changent, que c'est un petit peu un désordre organisé, que les Warriors sont les meilleurs. Face à Toronto, c'est très difficile. Enfin, il n'y a pas de joueur qu'on peut cibler et dire bon, on va aller l'attaquer lui pendant tout le premier quart-temps, et puis ça va créer le désordre dans leur défense, et après c'est parti. Non, là ils sont obligés d'essayer de trouver des solutions dans le mouvement, ou alors de
avec leur jeu de mouvement, ou alors de créer de tenter des tirs un peu plus difficiles que d'habitude. Et lors de 2 matchs, ça n'a pas fonctionné. C'est rassurant, non, quand même, quelque part, que après cette saison, à parler d'attaque, de chiffres, d'inflation des chiffres en attaque en NBA, que ce soit encore aujourd'hui la défense qui peut-être puisse primer dans ce jeu. Oui, on verra en fin de série. Bien sûr. Parce que si Durant et Thompson rentrent, on va voir si la défense des Raptors est aussi solide qu'on veut bien le dire. Mais oui, il y a quand même, je veux dire, ce qui est rassurant, c'est que malgré tout, il y a encore des équipes qui réussissent en play-off en étant fortes défensivement. C'est le cas des Raptors. C'est intéressant. Ça va mieux en le voyant et en le constatant, mais on s'en doutait un peu. Mais malgré tout, c'est bien de le constater là de visu qu'on peut encore être efficace en défendant fort, quoi. Et avec beaucoup d'humilité aussi. Pardon, il y a un manque il y a une grande différence entre la perception et ce que les Warriors en disent sur la défense, parce que quasiment après chaque match, on leur pose des questions sur l'attaque, mais eux répondent que c'est la défense qui va faire qui gagne ou pas des matchs. D'ailleurs, Steve Kerr a souligné en rigolant que ils étaient condamnés à marquer 109 points, puisqu'ils ont marqué 109 points sur les 3 premiers matchs, et que donc ce serait leur capacité à défendre plus ou moins bien qui ferait la décision. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont dit vraiment au fil des années, que c'est de leur défense que ça part, parce que ça leur offre des points faciles, des contre-attaques, c'est 3 points en transition. Et donc je sais que la perception extérieure, c'est Warriors, c'est tout pour l'attaque, et c'est ça qui gagne maintenant. Mais eux, ce qu'ils pensent, c'est que c'est vraiment leur défense qui leur permet de mettre en place leur style de jeu et de gagner. Et je le disais avant que tu me coupes lamentablement, Max, la différence, je t'en prie, c'est qu'il y a l'aspect défensif, il y a aussi beaucoup d'humilité chez les Raptors, beaucoup plus que chez les Warriors, incarné, illustré, si on veut, par Siakam, dont tu nous as dressé un joli portrait il y a quelques jours dans l'équipe. Oui, après, quand on joue sa 5e finale de suite, qu'on en a gagné les 3 des 4 précédentes, j'imagine qu'on a forcément un peu plus le torse bombé, un peu plus de confiance que quand on débarque là pour la première fois. Donc c'est sûr. Après, c'est une équipe qui a un côté, je pense, qu'il y a aussi un côté très international. C'est important de le souligner. Raptors et un côté très USA chez les Warriors. Donc on retrouve un peu aussi les attitudes qui sont parfois un peu clichés, mais qui sont aussi un peu vraies, de l'Américain un peu surconfiant, et de l'Européen qui va afficher ça de manière moins évidente, on va dire. Mais après, je pense qu'ils ont aussi pas envie d'énerver les Warriors. Ils savent très bien qu'il faut continuer à rester dans leur rôle et leur position, et que c'est ça qui peut les mener jusqu'au titre. On n'a pas envie d'énerver les Warriors à base de provocation, ou tant que c'est Drake qui les fait, ça ira. Si c'est les joueurs des Raptors, ça peut agacer un petit peu, et il faut jamais agacer un champion comme ça. Une dernière question pour terminer ce podcast. Est-ce que si Toronto remporte le titre NBA, ce serait l'une des plus grosses surprises de ces 20 ou 30 dernières années ? Oui, je crois, oui, incontestablement. D'une part, parce que ce serait vraiment une première en finale, gagner sa première finale. Faudrait retrouver ça, on n'a pas cherché, mais il faudrait retrouver ça. Je suis pas sûr qu'il y en a eu beaucoup des exemples comme ça. Et puis d'autre part, rappelez-vous l'an dernier, si on revient un an en arrière, c'est une franchise qui s'est complètement, qui a tout changé il y a un an, changé de coach, qui pourtant était le coach de l'année dernière, Dwayne Casey, pour Nick Nurse, qui est un type qui arrive un peu de nulle part, qui a une carrière justement essentiellement internationale, puisque c'est peut-être aussi une des raisons de cette humilité des Raptors. Et puis surtout, le trade de Rosanne avec les Spurs, Leonard et Danny Green. Est-ce qu'il y a un an, on aurait pu imaginer les Raptors ne serait-ce qu'en finale? Donc donc ce serait effectivement une des plus grosses surprises probablement de l'histoire de la NBA. Oui. Face à une dynastie, évidemment, en plus, puisque les Warriors, aujourd'hui, sont considérés comme tout simplement l'une des plus grandes équipes de toute l'histoire, avec les Chicago Bulls des années 90, les Boston Celtics, etc., etc. Les Lakers, non, c'est ça, il fallait citer les Lakers, Guillaume. Il faut toujours citer les Lakers. D'accord.
Max, un petit mot sur les Lakers pour terminer ou pas? Oh non, je pense que le spectacle actuel parle de lui-même. On t'entend plus, c'est coupé, c'est coupé. Merci beaucoup, il me reste tout simplement à vous remercier. Max, on te souhaite une bonne suite de finale, on te dit à très vite, à très bientôt, merci. Salut. Arnaud et Yann, à très vite. À plus. À très bientôt. Bye bye.